Dans ce premier jeu, on va faire une espèce de brainstorming de papier. Le but est de demander aux participants ce qui, dans leur esprit, représente des éléments essentiels à la constitution d'une entreprise. L'objectif, c'est de sonder un petit peu leurs connaissances en la matière, voir ce qui pour eux est un acteur essentiel dans une entreprise, les différents rapports de force qu'on peut y croiser, et aussi les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à créer une structure. Le second objectif sera de présenter à travers les propositions des participants la définition de l'économie sociale et solidaire, et de leur faire comprendre quel type d'entreprise peut en faire partie et quel type d'entreprise ne peut pas. Le déroulement de l'atelier est le suivant. Chaque participant va avoir 5 bouts de papier qui peuvent avoir découpé d'une feuille A4. Sur les 4 premiers, ils vont inscrire ce qui pour eux est un élément essentiel, incontournable à la création d'une entreprise. Par exemple, des clients, des machines, de l'argent, un comptable. Il ne faudra pas être trop précis dans les consignes, de façon à ce que les personnes puissent librement proposer des concepts qui soient à la fois très abstraits, comme une méthodologie, ou très concrets, comme un DRH. Et sur le 5e et dernier papier, les participants devront noter la motivation qui, pour eux, peut pousser un individu ou un collectif à créer une entreprise. Par exemple, gagner de l'argent. Les participants doivent écrire dans leur coin, sans copier sur le voisin, toutes leurs idées. Ensuite, on peut former des groupes de 2-3 personnes, et ils vont devoir mettre ensemble leurs 4 premiers papiers, un pot commun. Et ils doivent ensuite essayer de trier ces idées, de les catégoriser. Là encore, pour l'instant, on les laisse faire, on reste un petit peu dans le flou dans la consigne, pour voir ce que, instinctivement, avec leurs préjugés, comment est-ce qu'ils organisent leurs papiers. Enfin, une fois que chaque groupe a fait son petit tri, tous les participants se rassemblent autour de la table, et on va ensemble construire le schéma de fonctionnement d'une entreprise. Chacun à leur tour, les groupes vont proposer une de leurs idées ou de leur groupe d'idées, et on va voir où est-ce qu'on la met dans notre schéma, qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'il vaut mieux la mettre avec telle catégorie, ou au contraire, est-ce que c'est une catégorie à elle toute seule. À chaque fois que quelqu'un propose un papier, il faut de la discussion, il faut de l'échange. Alors au vu de l'expérience, voici généralement les idées qui reviennent le plus souvent. Un chef, ou un patron, un supérieur, un directeur. De l'argent, ou un capital, un financement. Des machines, ou des outils, un camion, des ordinateurs. Des salariés, ou des employés, des ouvriers, des comptables. Des locaux, ou une usine, un atelier, des bureaux. Et enfin, des objectifs, ou un projet, ou un but. Alors le rôle de l'animateur, ça va être de diriger les participants vers la bonne solution, le bon schéma de fonctionnement. On va essayer de rectifier les erreurs, leur faire comprendre que certaines catégories qu'ils ont séparées font en fait partie d'un même tout, ou au contraire que certaines idées qu'ils ont mis dans le même panier sont en fait bien distinctes. Le schéma final doit ressembler à peu près à ça. Partie 1, le projet, dans lequel on va pouvoir réunir projet, objectif, but. Partie 2, investissement de départ, c'est là où on va pouvoir mettre argent, capital de départ, investissement. Partie 3, les statuts. Ça revient pas forcément souvent, mais c'est très important. C'est là qu'on pourra mettre par exemple SARL, convention collective, structure juridique, auto-entreprise, coopérative. Partie 4, organisation. Une partie qui sera intéressante puisque c'est là qu'on pourra expliquer qu'un chef n'est pas une catégorie à elle toute seule, mais une solution parmi tant d'autres à classer dans la catégorie organisation. En vrac, on pourra y mettre les papiers comme hiérarchie, organigramme, subordonné, répartition des tâches, égalité, poste, patron. Partie 5, les facteurs de production, qui seront en fait tous les outils mis à disposition de l'entreprise pour fonctionner. C'est là qu'on mettra les outils, les machines, les camions, les matières premières, mais aussi les locaux, les bureaux, l'usine, et également les employés, les salariés, les ouvriers, les comptables. Et enfin, partie 6, le modèle économique, qui va lister toutes les solutions qu'a une entreprise pour assurer sa survie. C'est là qu'on pourra mettre clients, services, biens, chiffre d'affaires, richesse, mais également subventions, dons ou publicité. Normalement, avec ces 6 catégories, on doit réussir à pouvoir catégoriser toutes les idées qui sont proposées par les participants. De toutes ces discussions, de tous ces échanges, de tout ce tri, il faut que les participants ou l'animateur aient au moins soulevé les questions qu'on va voir. Qui a le pouvoir dans une entreprise? Là, il faut faire comprendre que la répartition des pouvoirs est définie au niveau des statuts qui vont déterminer l'organisation de l'entreprise. Il faut bien expliquer qu'une organisation, c'est pas forcément une hiérarchie avec un patron en haut et des subordonnés en bas. Il existe des sociétés qu'on appelle autogestionnaires où chaque salarié participe aux décisions de l'entreprise. Tout le monde est le chef, et personne n'est le chef.
Il faut aussi définir clairement aux participants ce qu'est un directeur, un président et un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est une assemblée qui regroupe les administrateurs qui sont élus et qui vont ensemble décider des grands axes stratégiques de l'entreprise. La gouvernance des administrateurs ne va pas toujours être la même. Soit leur pouvoir est proportionnel à la somme d'argent qu'ils ont investi dans la structure, à ce moment-là, une voix égale une action, soit chaque administrateur aura le même pouvoir, à ce moment-là, une voix égale une personne. Et tout ça sera défini dans les statuts de l'entreprise. Le président, c'est tout simplement celui qui va présider le conseil d'administration, c'est-à-dire diriger et organiser les travaux. Et le directeur, c'est celui qui appliquera les décisions du conseil d'administration au quotidien dans l'entreprise. Et il existe dans le cas de la société anonyme une personne qui peut être à la fois présidente du conseil d'administration et directrice de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un président-directeur général, PDG. Quelle est la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice ? Alors le chiffre d'affaires, ce sera tout l'argent qui sera gagné par l'entreprise, et le bénéfice, ce sera ce qui reste une fois qu'on aura retiré les frais de fonctionnement. Par exemple, si une entreprise dépense 700 € en salaire, en machines ou en loyer pour produire un objet qu'elle va vendre 2000 €, le chiffre d'affaires ce sera 2000 € et le bénéfice sera 1300 €. Qui est propriétaire de l'entreprise ? Pour simplifier, le propriétaire, c'est celui qui investit de l'argent dans le capital de l'entreprise. Tout membre de l'association est propriétaire de l'association, tout actionnaire d'une société anonyme est propriétaire de la société anonyme, et tout sociétaire d'une coopérative est propriétaire de la coopérative. Et tous les propriétaires ont un certain pouvoir de décision au sein de la structure, c'est juste que le pouvoir n'est pas réparti de la même façon. Si l'entreprise a un conseil d'administration où une voix égale une personne, la personne ayant investi le plus d'argent dans l'entreprise n'aura pas plus de pouvoir que la personne qui aura investi le moins. Ainsi, dans le cas des associations, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de propriétaire de l'association, seulement un projet qui est exécuté par un collectif. Si l'entreprise a un conseil d'administration où une voix égale une action, eh bien la personne qui aura investi le plus d'argent dans l'entreprise aura un plus grand pouvoir que celui qui en investit le moins. Et dans ce cas, l'actionnaire qui possède plus de 50% du capital est appelé l'actionnaire majoritaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que propriétaire n'est pas forcément égal à celui qui décide. Quelle est la différence entre un usager et un client ? Tous les clients sont des usagers, mais tous les usagers ne sont pas des clients. Ah ! Vous êtes usager en fait si vous utilisez les services de l'entreprise. Et vous êtes client si vous payez pour utiliser les services de l'entreprise. Par exemple, pour Facebook, si vous créez un compte Facebook et que vous l'utilisez, vous êtes usager. Par contre, la société qui va payer Facebook pour qu'il affiche sa publicité, il sera le client. À peu près la même chose pour Google, celui qui fait une recherche sur Google gratuitement est usager. Par contre, la personne qui achète nos données personnelles à Google, c'est le client. Fondamentalement, dans le cas de Google et de Facebook, l'usager est en fait le produit. Que peut faire une entreprise avec des bénéfices ? Elle peut faire 4 choses. D'abord, investir, pour acheter de nouvelles machines pour faire grandir l'entreprise par exemple. Elle peut faire des réserves, en cas de coup dur. Elle peut redistribuer ses bénéfices à ses salariés, sous forme de primes, ou elle peut tout simplement faire sortir les bénéfices de la structure, sous forme de dividendes. Dans une SA par exemple, une partie des bénéfices sont reversés aux actionnaires, c'est-à-dire aux différents propriétaires de l'entreprise. Celui qui a investi beaucoup dans l'entreprise reçoit beaucoup, celui qui a investi peu, il reçoit peu. Si l'entreprise est publique, c'est-à-dire qu'elle appartient entièrement à l'État, elle ne peut pas faire sortir ses bénéfices. Si l'entreprise est privée, elle a le droit. C'est ce qu'on appelle une entreprise lucrative. Une entreprise non lucrative, ce qui existe, c'est une entreprise privée qui, de par ses statuts, s'interdit de faire sortir ses bénéfices de sa structure. Ou alors elle peut faire, mais sous des conditions très spéciales, ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Aussi, il est faux de dire qu'une association n'a pas le droit de faire de bénéfices. Elle peut, c'est juste qu'elle n'a pas le droit de faire sortir ses bénéfices de la structure. Et à noter enfin que les salaires ne sont pas une sortie de bénéfices, puisque le bénéfice c'est le chiffre d'affaires moins les frais de fonctionnement, où on trouve déjà les salaires. Une fois que tous ces points-là ont été évoqués, ont été éclaircis, il est temps de passer à la définition de l'économie sociale et solidaire. Une méthode efficace, c'est de reprendre les 6 catégories de notre schéma de fonctionnement de l'entreprise qu'on a vu tout à l'heure, et de préciser là où l'ESS a une particularité. La première catégorie à préciser, c'est le projet. Le projet est forcément collectif. L'ESS repose sur le principe de se regrouper pour être plus forts ensemble. Donc tout ce qui est auto-entreprise, EURL, c'est pas de l'économie sociale. Non. Ensuite, au niveau de l'organisation doit être démocratique. C'est-à-dire que chaque membre a un pouvoir de décision, que ce soit en votant directement pour prendre des décisions ou en élisant des administrateurs. Et pour tous les votes, on applique la règle « une voix égale une personne ». Enfin, pour le modèle économique, une entreprise d'économie sociale sera non lucrative ou à lucrativité limitée.
on sera obligé d'investir une partie des bénéfices dans une réserve qui est impartageable et qui ne sort jamais de la structure. Enfin, une fois que le schéma de fonctionnement est terminé, que les principes de l'économie sociale sont définis, et que vous avez répondu à toutes les questions, il est temps de passer au 5e papier. Pourquoi créer une entreprise? Alors en général, les réponses qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les suivantes. Gagner de l'argent, vivre de sa passion, être son propre patron, répondre à un besoin, se regrouper, créer un produit, avoir du pouvoir, être indépendant. Normalement, si vous avez bien expliqué la première partie, les participants vont comprendre que, en fonction des différents objectifs qu'on a pour créer une entreprise, on va pas se diriger vers les mêmes statuts. Chaque statut d'entreprise est adapté à des objectifs différents. Et très important, ce n'est pas parce qu'on a la même activité qu'on a les mêmes objectifs. On peut s'amuser pour l'exemple à comparer Mozilla et Google. Ils ont tous les deux la même activité, c'est-à-dire proposer un navigateur web. Firefox pour Mozilla et Chrome pour Google. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. Mozilla est là pour proposer un outil libre, gratuit et collaboratif. Google est là pour gagner de l'argent. Ils n'ont donc pas les mêmes statuts. Mozilla est une fondation et Google est une société anonyme. Ils n'ont pas non plus le même modèle économique. Mozilla se finance grâce aux dons et Google se finance grâce à la vente de vos données et la publicité. On a un autre exemple qui est un petit peu plus ancien. Autrefois, dans les campagnes, les personnes âgées finissaient leur vie chez leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais avec l'exode rural, c'est-à-dire les jeunes qui partent travailler à la ville, eh bien les personnes âgées se retrouvent seules. La solution à l'époque, c'était de les envoyer en maison de retraite. Mais on avait deux problèmes. Déjà, la maison de retraite, ça coûtait cher. Et ensuite, les personnes âgées perdaient leur indépendance. Les jeunes ont eu alors l'idée de s'associer pour créer une structure qui embaucherait des personnes chargées de s'occuper des personnes âgées. Cette entreprise n'aurait aucune ambition lucrative et donc leur coûterait moins cher. C'est ainsi qu'est née l'aide à la personne dans les campagnes, pour répondre à un besoin. Cette activité s'est développée ensuite un petit peu partout, et un jour des gens se sont dit que ce besoin pouvait aussi être considéré comme un marché. Si on regarde les personnes âgées qui vivent en ville, elles sont plus riches, donc elles sont capables de payer plus cher pour ce service, et aussi elles sont plus proches géographiquement, donc on peut en aider plus dans la journée, ce qui est plus rentable. C'est ainsi que le service d'aide à la personne est né en ville, pour gagner de l'argent. Comme pour Mozilla et Google, on a encore une même activité, mais pas les mêmes objectifs, donc pas les mêmes statuts. Une fois qu'on est arrivé à ce point-là et qu'il n'y a plus de questions, eh bien il est temps de passer au deuxième jeu, qui est là pour initier à la méthodologie de projet, et notamment à apprendre aux participants à identifier ce qu'est un contexte, un problème, un objectif, un moyen et une évaluation. C'est donc tout pour ce premier jeu de la Junior Coopérative, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite.